Bonjour, très chers compatriotes gabonais. Bonsoir, c'est selon votre fuseau horaire. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par Thierry David Berman, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le bon sens populaire agressé par des promesses non tenues, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'usage de la manipulation politique. La manipulation politique. Et je commencerai ce direct-là par l'affaire Hervé Patrick Opianga, dénommé HPO, Hervé Patrick Opianga. Hervé Patrick Opianga est un acteur politique étatique. Comme lui-même le disait, qu'il est né en 1971. Hervé Patrick Opianga est l'oncle de Malika Bongo Ondimba. Malika Bongo Ondimba, qui n'est rien d'autre que la fille d'Ali Bongo Ondimba. Ma bienfaitrice, une actrice politique dont j'ai beaucoup de respect, sinon de la considération, par rapport à tout ce qu'elle avait réussi à faire à l'endroit de David Braco. J'entretiens de très bons rapports avec Malika Bongo Ondimba, quand bien même elle est la fille du despote, du népotiste Ali Bongo Ondimba. Hervé Patrick Opianga a grandi presque avec Ali Bongo Ondimba. C'est un Omarien, un fils de palais. Et Hervé Patrick Opianga fait partie des Ntibia Begue, des Boué, l'un des maisons et autres qui ont créé à ce qu'on appelle un courant au Parti démocratique. Le courant appelé les capistes. Je dis bien le courant appelé les capistes. Et ce n'est un secret pour personne. Hervé Patrick Opianga, grâce à son affiliation, son affinité avec Ali Bongo Ondimba, a été capable d'imaginer plusieurs entreprises. Et en 2004, il avait une entreprise qu'on appelait Vigile Service. Vigile Service, une entreprise en armes, qui arrivait d'ailleurs à rivaliser d'adresse la plus grande société de sécurité, donc la SIS, qui n'était rien d'autre que la sécurité de la famille Bongo Ondimba. Donc Hervé Patrick Opianga s'est enrichi également à travers Vigile Service, une sécurité de sécurisation des biens des personnes avec plusieurs marchés de l'État. Je le dis en connaissance de cause parce que moi j'ai été à Vigile Service en 2004 comme responsable adjoint du planning, c'est-à-dire responsable du personnel. Et en 2004, Hervé Patrick Opianga avait un parti politique dénommé l'UDIS, l'Union pour la démocratie et l'intégration régionale, et l'insertion ou l'intégration sociale. L'UDIS, Union pour la démocratie et l'intégration sociale. Et l'UDIS est une formation politique prospère d'Hervé Patrick Opianga. Et à l'époque, avec Omar Bongo Ondimba, il s'est posé le problème de laisser Hervé Patrick Opianga avec une société armée, mais en même temps acteur politique étatique. Il y avait eu des tractations pour faire en sorte qu'Hervé Patrick Opianga puisse choisir entre faire la politique et être un opérateur économique avec les armes qu'il était. Malheureusement, Hervé Patrick Opianga, avec ses alliés, n'avait pas accepté justement de faire le choix entre sa formation politique et sa société Vigile Service. Et c'est ainsi qu'en 2004, Hervé Patrick Opianga, élève du Parti démocratique gabonais, élève du parti l'UDIS, allons nous rendre justement du côté de bord de mer en 2004, côté de bord de mer. Il s'agissait pour Hervé Patrick Opianga de chercher la légalisation de sa formation politique. Et à l'époque, nous avons pour ministre de l'Intérieur M. Mbaobam, qui est devenu par la suite opposant, comme pour dire que la roue tourne. Et nous avons également Idriss Firmin Ngari comme ministre de la Défense. Idriss Firmin Ngari et Mbaobam vont opposer une fin de non-recevoir dans le processus de légalisation du parti d'Hervé Patrick Opianga. Et nous allons nous rendre dans une marche où le Seigneur m'avait déjà prédit une arrestation. Et malheureusement, vous savez, les voies de la providence sont impénétrables.
Donc je vais tenir informé ma grande soeur que j'ai fait un rêve où le Seigneur me disait que je devais aller en prison pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, David Beakouma, j'ai dit jamais, je ne pourrais pas faire une prison pour quelque raison que ce soit. Et je vais tenter de me cacher dans le domicile. Je vais même me faire enfermer dans ma chambre et jeter la clé par-dessus bord. Malheureusement, à une certaine heure, je vais demander à ma grande soeur de m'ouvrir la chambre en pensant que la marche qui devait être initiée par Hervé Patrick Opianga était finie. Et c'est comme ça comme je vais me rendre du côté de bord de mer pour vérifier la fin justement de cette marche. Malheureusement, les voies de la Providence sont impénétrables. Une fois sur le terrain, moi, David Beakouma, je vais me retrouver maintenant être le meneur de cette marche. Parce qu'à cette époque également, Hervé Patrick Opianga me demandait beaucoup de mes conseils pratiques sur le plan politique. Donc j'arrivais à le conseiller sur l'avenir du pays, sur l'implication des partis politiques, etc., etc. Il m'utilisait énormément sur ce plan. Et nous allons commencer cette marche-là au bord de mer. Et malheureusement, cette marche-là va nous causer énormément de problèmes. Et le chef de l'État, Omar Bongo Diba, qui voulait aller à son lieu de travail, va être empêché par les personnes que nous étions à cette époque-là, des milliers de personnes avec des handicapés et autres. Et c'est ainsi que le général commandant en chef de police actuel, qui était commandant, le commandant Goma, va arriver sur le terrain avec 4 agents. Les agents de la brigade anticriminelle. Et avec plusieurs autres conseillers du chef de l'État qui vont tout faire pour venir négocier avec nous, pour laisser le passage au chef de l'État. Et nous avons catégoriquement refusé. Donc le chef de l'État va donner l'ordre justement de nous faire chasser de cet endroit tampon, parce qu'à l'époque également il y avait une disposition qui interdisait toute marche du côté de la présidence de la République. Je dis bien une disposition, mais nous l'ignorons et nous nous sommes rendus coupables de cette violation-là. Et le commandant Goma, avec le général Ivala, ça vraiment je respecte ce monsieur-là. Monsieur Ivala, c'est lui qui avait donné l'ordre, il a donné l'assaut de mettre fin à tout ce que nous étions en train de faire. Et ils ont commencé à tirer en l'air, lancer des bombes lacrymogènes, et c'est ainsi que nous avions été dispersés. Et Hervé Patrick Opianga va se faire arrêter. Il va se faire arrêter et ensuite Frédéric Bongo va lancer l'assaut sur notre société Vigile Service, où il y avait des vigiles en armes là-bas, bon, qui ne connaissaient même pas que nous étions en train de faire une marche. Et c'est ainsi qu'une chasse aux vigiles va commencer, site par site, pour récupérer toutes les armes. Je vous raconte une histoire que moi-même j'ai vécue et j'étais témoin oculaire. Acteur d'ailleurs, non pas témoin, mais acteur oculaire. Et les agents des forces de défense et de sécurité, les bérets rouges, les gendarmes et autres, vont venir me capturer justement à la société à Glace. Et c'était une période assez exceptionnelle. C'était la première fois pour moi de me retrouver aux prises avec les forces de défense et de sécurité. Et ils vont m'identifier comme le meneur de la révolte. Hein, c'est l'expression qu'ils avaient utilisée, la révolte. On va nous laisser à la direction générale de recherche où nous allons faire pratiquement 2 semaines. Et ensuite, pendant que nous sommes à la direction générale de recherche, il y a le directoire de notre entreprise Vigile Service qui va être également arrêté parce que ceux également ne savaient même pas que nous avions fait une marche et ils vont nous retrouver à la DGR. Certains parmi mes directeurs vont tomber évanouis, ils vont avoir une hypertension, les autres une hypoglycémie, etc. Et ces derniers vont se retrouver en prison. Et pendant cette histoire sombre de notre passé historique, il y a un des gardes corps d'Hervé Patrick Opianga, un Congolais appelé Bobo, qui va décéder dans une cellule par torture. Et moi, nous allons être présentés devant le procureur de la République. Moi, je vais commencer d'abord ma course par la DGR, 2 semaines de garde à vue, de détention préventive, avec des tortures et des bastonnades chaque matin. Ensuite, on va m'amener à la police judiciaire. Là-bas, je vais rencontrer une fois de plus le commandant Goma qui nous avait fait arrêter. C'est à partir de la police judiciaire où je vais commencer à souffler. Le commandant Goma
va nous garder justement dans son domicile, dans son bureau, et il va nous acheter de la nourriture. Et Hervé Patrick Opianga également était dans l'autre pièce, dans le bureau du commandant Goma. Et 2 jours après, ils vont faire la procédure. Hervé Patrick Opianga va se retrouver devant le procureur de la République à l'époque, à la Bafol Basco, et Hervé Patrick Opianga va être incarcéré avec pour chef d'accusation attroupement armé et exercice illégal, disons, de cette marche. Et nous allons nous retrouver comme ça, une fois de plus, dans des beaux draps. Et nombreux parmi ceux qui étaient avec moi dans la cellule vont également être présentés devant le procureur et également ils vont aller en prison. Moi, on va me récupérer et on m'a enlevé de la police judiciaire, donc où j'étais aux mains du commandant Goman, qui est l'actuel commandant-chef de force de police, et on va m'envoyer chez le général Oleri, paix à son âme, ce monsieur est décédé. Le général Oleri, une fois, après m'avoir entendu sous procès verbal, tellement les forces de défense et de sécurité m'avaient bastonné, donc j'avais pratiquement uriné dans mon pantalon. Et j'ai dit au général Oleri que je ne pouvais pas m'asseoir sur ces beaux salons Louis XIV parce qu'on m'avait tellement torturé que j'étais dans un état quand même assez lamentable. Et ce dernier va me donner une chaise plastique et on va commencer l'interrogatoire. Comment est-ce que j'ai rencontré Hervé Patrick Opianga, comment je me suis retrouvé à Vigile Service, etc., etc. Mais il vous souviendra que moi j'avais rencontré Hervé Patrick Opianga au cours d'une activité politique de côté la baie de Cochon de l'hôpital, où il venait filmer les maisons des gens, etc. Et je l'avais interpellé en lui disant que le droit à l'image était protégé et que par conséquent, s'il revenait pour filmer les maisons de nos parents, nos cabanes, il aura affaire à moi. Et c'est ainsi que je suis reparti à la maison. Et lorsque Hervé Patrick Opianga est parti à son entreprise, il a envoyé Chamfort, qui était également un agent de sécurité, un de ces gars de corps les plus frisés. Chamfort, tout le monde le connaît du côté de l'Arsovis, c'est le neveu de Mouvara Tioba, c'est quelqu'un qui s'aimait la terreur dans notre circonscription administrative et tout. Et Chamfort va venir le lendemain me chercher pour dire que monsieur Opianga voudrait te rencontrer. Et on va m'amener chez lui à Razel. Et c'est à Razel que je vais rencontrer Opianga. Il me demandera ce que je fais. Je dis je suis au chômage depuis pratiquement 9 ans. Et il va me demander de travailler avec lui à Vigile Service. Je lui dirai que de nature, je suis très colérique et nerveux. Et que le métier des armes ne m'intéresse pas parce que mon père est gendarme. Et que je n'ai jamais aimé cette manipulation d'armes. Mais il va me dire non, à Vigile, il n'y a pas que des gens en armes. Il y a le corps administratif également, la direction. Et c'est ainsi qu'il va m'envoyer à la direction générale de Vigile Service, où je serai officier comme responsable adjoint du planning. Ensuite, pendant que je suis responsable adjoint du planning, Hervé Patrick Opianga va également me faire bénéficier d'une formation en communication, donc opérateur radio. Donc j'ai appris également la communication là-bas à Vigile Service. Et une fois à Vigile Service, je vais avoir mon premier salaire et Hervé Patrick Opianga va décider de construire la maison à une maman chez nous qui était en situation d'errance avec sa famille. C'est la première maison que je vais faire construire par le canal des non politiques à derrière l'hôpital. Donc Hervé Patrick Opianga. J'en ai 5 comme ça construites à derrière l'hôpital par le canal des hommes politiques. Hervé Patrick Opianga, le premier. Ensuite, Laure Olga Ngonjou, la seconde, en passant par Omar Bongo Niba. Ensuite, Vincent Le Paul Ngonjou, la troisième, en passant par Ali Bongo Niba. La quatrième, par le docteur Tiongori. Et la cinquième, la quatrième par Gaël Ayoun, le général. La cinquième par le docteur Tiongori. Donc, 5 maisons comme ça, à mon actif, en faveur des populations des quartiers sous-intégrés et particulièrement à derrière l'hôpital. Et c'est pourquoi personne ne contestera mon leadership au sein de ma circonscription administrative et territoriale. Je dis bien personne. Parce que tout le monde sait que David Mberakouma a beaucoup contribué dans l'essor justement de Momapan, dans la vulgarisation justement de ses activités, mais dans la protection également de ces minorités marginales, ces exercices de la croissance économique dans un quartier le plus précaire
considéré d'ailleurs comme l'un des plus pauvres dans notre circonscription administrative et territoriale, c'est-à-dire le 3e arrondissement comme délibéré. Et une fois interrogé par le général Léric, on va me faire rentrer dans la prison centrale, bon pas la prison centrale, dans la prison à la gendarmerie. Et on va me mettre en isolation. En isolation, je vais rencontrer 2 compatriotes, un Nigérien et un Camerounais. Et ils vont me demander ce que je fais dans une cellule, totalement dans l'obscurité, et il n'y avait aucune possibilité pour nous de faire quoi que ce soit. Vous dormez là, vous chiez là par terre, c'était le même cas lorsque nous étions à la DGR. Vous mangez, vous dormez, vous chiez là par terre, à côté de vos phoques. Et c'est dans ces cellules-là où j'ai appris à jeûner, et c'est dans ces cellules-là où j'ai véritablement rencontré le Seigneur. Le Seigneur qui m'a dit, ne te plains pas, je t'ai envoyé dans cette cellule pour que tu puisses voir les conditions des détenus et mieux apprécier tes exigences lorsque tu feras de la politique. À savoir que dans cette prison, il y a des innocents qui meurent, et lorsque les innocents meurent dans la prison, ils maudissent la prison, et c'est pourquoi il y a cette répétition des détenus qui arrivent, qui arrivent comme ça, à chaque fois répartis en prison, quand bien même ils en sortent, et ça devient pour eux ce cycle infernal. Donc en 2004, donc, dans cette cellule d'isolement, je vais faire 2 heures de temps. Et à la 3e heure, on va m'appeler. Et je vais ressortir de cette cellule d'isolation. On va me dire qu'il y a Hervé Patrick Opianga qui a demandé à ce qu'on me fasse sortir de la cellule. En sortant de la cellule, je me dis que mon calvaire est fini. On va me ramener encore à la police judiciaire. À la police judiciaire, je vais encore subir une autre interrogation avec une autre série de bastonnades, de tortures, etc. etc. Mais malheureusement, je n'avais rien à me reprocher et donc on ne pouvait rien obtenir de moi. Mais il y a des émissaires qui vont arriver. Un émissaire que j'ai tel le nom par discussion, qui va venir du palais, et ils vont me proposer 60 millions de francs CFA pour confirmer qu'Hervé Patrick Opianga avait bel et bien les armes lorsque nous étions à la marche. Et je leur ai dit que moi, je ne sais pas si Hervé Patrick Opianga avait les armes. Moi, je sais une seule chose, c'est que Hervé Patrick Opianga était président du parti Ludis et qu'il menait une activité politique. Et par conséquent, je vois mal comment est-ce qu'il devait se retrouver sur site avec les armes. Mais Hervé Patrick Opianga a également une société de sécurité appelée Vigile Service, qui est une sécurité armée, et ces gens-là, partout où Opianga se promène, eh bien, ils sont avec lui. Donc, les informations que vous cherchez, moi, je ne peux pas les mettre à vos dispositions parce que je n'en sais rien. Je suis un simple civil dont on a catalogué comme étant le meneur d'une révolte. Et on va me présenter le lendemain devant le procureur de la République. Et le procureur de la République va me demander ce que nous sommes allés faire au bord de mer, au point de barrer la route au chef d'État. Je vais l'expliquer que nous étions allés pour chercher à légaliser le parti politique d'Hervé Patrick Opianga. Et il va dire qu'il y a une disposition, et la disposition existait bien, que les gens ne devaient plus faire les marches là-bas du côté de la présidence, parce qu'il y avait la trêve sociale. À moi de dire au procureur de la République, oui, effectivement, il y avait la trêve sociale, mais la trêve sociale n'est pas une trêve politique. Parce qu'en politique, il n'y a pas de trêve. Et les libertés individuelles sont des garanties de droit et des garanties imprescriptibles. La liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté d'association, etc., etc. Donc j'ai fait étalage également de mon minimum de savoir en droit objectif. 3 sources, la loi, la coutume et la jurisprudence. Et le chauffeur, le procureur qui va me dire, mais comment tu t'es retrouvé être à côté d'Opianga? Et j'ai donné toutes les raisons législatives. Et je vais expliquer au procureur que la détention préventive légale, c'est 48 heures. La prolongation, il faut une autorisation express et que moi j'ai fait l'objet pratiquement de 2 semaines de bastonnade et de torture, alors que la torture et autres traitements inhumains sont strictement interdits par notre loi fondamentale, mais également par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 avec l'abolition des privilèges monarchiques. Le procureur va se rendre compte que j'avais un minimum justement de connaissances pratiques en droit. Et on va continuer cet échange-là jusqu'à ce que Alaba Fall Bosco va signer un document où je pensais très sincèrement que c'était parti pour moi. J'allais aller retrouver les autres à la prison centrale de Libreville.
Malheureusement pour mes détracteurs, à l'époque également, ils sont nombreux qui me pourchassent comme ça. Et depuis ma tendre enfance, et Alaba Fall Bosco va plutôt me décerner un document qui va me permettre d'être libre. Et c'est comme ça que je vais sortir de là. Après une traque de 3 semaines. Le chef d'accusation qui va être retenu contre Opianga va être attroupement armé. Parce que lorsqu'on va nous parler de la révolte, je vais dire à Alaba Fall Bosco que mais la révolte, c'est une tentative insurrectionnelle. C'est la peine capitale. Peut-être la réclusion criminelle à perpétuité ou 20 ans d'emprisonnement. J'ai dit, monsieur Alaba Fall Bosco, il était hors d'à propos que nous puissions attenter à la vie du chef de l'État, dès lors que le chef de l'État également était un de mes bienfaiteurs. Et j'ai fait la démonstration combien, à plusieurs années, j'ai apporté de réfléchir à la campagne du chef de l'État Omar Bongo Ondimba. C'est compte tenu de toute cette argumentation d'ailleurs qu'Alaba Fall Bosco avait jugé utile que moi je n'avais rien à voir avec toutes les charges d'accusation qui étaient retenues contre moi. Et on va me libérer pendant que la majorité de tous ceux qui étaient avec nous vont aller en prison, y compris Hervé Patrick Opianga, qui va prendre 2 années d'emprisonnement ferme pour attroupement armé, parce que la révolte et la rébellion ne va pas être retenue. Mais j'ai encore cette phrase d'Omar Bongo Ondimba qui disait que Hervé Patrick Opianga, avec ses amis, ont voulu faire comme Guillaume Soro. Parce que c'est à cette époque-là également que Guillaume Soro avait commencé à mener une rébellion en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. Bref, ça c'est un rappel de faits historiques pour les gens, pour que les gens puissent comprendre un peu la trajectoire décennale d'Hervé Patrick Opianga. Donc nous sommes en 2004, aujourd'hui nous sommes en 2024. En 2024, cela fait 20 ans. 20 ans que la société Vigile Service d'Hervé Patrick Opianga avait été fermée, les armes avaient été récupérées et la société avait été liquidée. Et moi qui vous parle, puisque je n'avais pas fait beaucoup de mois à Vigile, j'avais fait pratiquement 4 à 5 mois, et bien moi j'avais reçu une part de 800 000 francs par rapport à mon poste d'emploi. Donc les autres ont reçu des sommes de millions, d'autres 300 000. C'était selon la responsabilité de tout un chacun. Et Vigile Service avait été justement liquidé pour permettre aux agents de rentrer en possession de leur salaire, puisque Madame Patrick Opianga ne pouvait pas arriver à la gestion de cette lourde entité de plus de 3000 personnes. Hervé Patrick Opianga, au sortir de la prison, il va m'appeler, David Berakouma, pour me dire le calvaire qu'il avait vécu en prison. Et ensuite, Hervé Patrick Opianga va poursuivre sa marche. En quelques mois, quelques années, Hervé Patrick Opianga va se retrouver une fois de plus à côté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Mais Hervé Patrick Opianga va oublier qui était David Berakouma. Voilà comment se comportent vos acteurs politiques. Et Hervé Patrick Opianga va davantage m'oublier parce que il va avoir des démêlés avec Jean-Ping Okuka. Jean-Ping Okuka, que les voyous, les petits bandits des quartiers malfamés, voilà, attaquer son QG, et parmi ces voyous qui seront arrêtés, il y a certains délinquants primaires qui vont dire que ce serait Hervé Patrick Opianga qui les aurait envoyés. Et Jean-Ping Okuka, au cours d'un point de presse, va dire que Hervé Patrick Opianga aurait envoyé des bandits pour casser son QG et son domicile. Malheureusement, cette affirmation va être attaquée par les tribunaux, par Hervé Patrick Opianga avec ses avocats. Et il va se retrouver avec des dommages et intérêts à hauteur de 350 millions de francs CFA. Et c'est au cours d'une émission télévisée à RTN, où j'ai fait comme consultant, où j'avais décrié cette attitude barbarique de nos magistrats. Et j'avais trouvé cette attitude assez méprisante, voire même provocatrice, parce que sachant bien que Jean-Ping Okuka avait perdu déjà plusieurs personnes sur son site par une attaque armée, son QG attaqué, son domicile attaqué, et que c'était une injustice que Jean-Ping puisse se retrouver comme ça en train de payer 350 millions de francs CFA alors qu'il était la première victime. Malheureusement, vous savez, la loi
Le droit, c'est les gens peuvent le manipuler comme ils veulent. Et paraît-il que Hervé Patrick Opianga, avec ses avocats, avec un certain huissier de justice sulfureux, un béninois appelé Sofiano. Et tout le monde connaît un peu la course-poursuite que Jean-Ping Okoka avait dû subir au cours de cette opération. Je ne pense pas que Jean-Ping Okoka sera celui-là qui ne se réjouirait pas de la traque d'Hervé Patrick Opianga ou bien de sa fuite à l'heure actuelle. Je ne le pense pas. Donc Hervé Patrick Opianga est le bras droit d'Ali Bongo Ondimba. Son bras séculier, c'est son frère, c'est son ami, il est tout pour lui. Et d'ailleurs, lorsque les collégiens, fils de palais, vont traquer pratiquement tous ceux qui étaient autour d'Ali Bongo Ondimba, eh bien, Hervé Patrick Opianga sera l'intouchable. Il sera l'intouchable parce qu'il va même se retrouver au cabinet sécuritaire du chef d'État, Ali Bongo Ondimba, avec celui-là qu'il avait fait arrêter, c'est-à-dire Frédéric Bongo Ondimba. Je ne sais pas comment cette collaboration se faisait au cabinet sécuritaire du chef d'État, mais Hervé Patrick Opianga était pratiquement la première personnalité du dispositif sécuritaire et protocolaire du chef d'État, Ali Bongo Ondimba. Hervé Patrick Opianga. Et c'est pourquoi, au cours de son intervention hier, Hervé Patrick Opianga va quand même nous sortir des choses assez précises. Et il le dit clairement que le coup d'État n'a pas été une improvisation. À travers ses dires, Hervé Patrick Opianga nous informe clairement que le coup de liberté que notre brillantissime enseignant parle du coup ou de révolution du palais a été minutieusement préparé. Et d'ailleurs, Jonas Mulinda le disait dans ses directs, quand bien même nous ne voulions pas le croire, que Hervé Patrick Opianga avait joué un rôle majeur dans cette activité-là qui nous aurait permis de nous débarrasser du système eschatologique, système comateux, apocalyptique Bongo PDG. Un système qui a jeté le peuple dans une espèce de paupérisation abjecte sauvage. Et moi, David Belakoma, qui vous parle, membre de ce système, j'ai fait partie de ceux-là qui étaient, comme Opianga le disait, déclarés persona non grata. Je dis bien persona non grata, moi, David Belakoma. Pour la simple raison que j'exhortais justement les membres de ce système de ne pas agir avec une telle désinvolture, avec un tel mépris, avec une telle arrogance. Parce que le peuple gabonais, c'est lui le souverain. Et il n'en sera pas autrement. Et la main du peuple sera toujours au-dessus de la main des dirigeants. Mais tant que les dirigeants ne comprendront jamais ce que c'est qu'un pouvoir représentatif, eh bien, ils vont continuer à voguer à contre-courant comme ça, maltraitant un jour le peuple. Et lorsque ce peuple-là va se réveiller, tel un volcan à l'échelle Rechner, eh bien, ils auront tout perdu. Je vous informe que Bachar Hassan, le président de la Syrie, a fait pratiquement 53 ans de gouvernance en matraquant le peuple. Ce même peuple-là, nous venons de le voir, il y a pratiquement une semaine de cela, où ce peuple-là a mis hors d'état de nuire Bachar Hassan et ce dernier a fui. Il a abandonné le pouvoir. Et nous avons vu cette image grotesque et pittoresque de son propre petit frère qui a été pendu à la place publique. Son propre petit frère, pendu à la place publique. Je ne comprends pas comment les acteurs politiques sont des véritables auditeurs oublieux. Ils n'arrivent pas à suivre la trajectoire historique africaine. Ils se comportent comme si ils étaient les garants de l'existence de la vie des personnes. Oubliant qu'il y a un Dieu réparateur de tous les torts. Un Dieu qui amène toutes choses au jugement. Et il le dit d'ailleurs à travers la Bible. Qu'il a créé toutes choses bonnes. Et même les méchants pour le jour du jugement. Vous qui aimez faire du mal aux gens inutilement. Mais je vous le dis que vous le vouliez ou pas. Un jour vous passerez au tribunal de l'histoire. Si vous arrivez à échapper à la justice terrestre, aux magistrats corrompus, aux juges corrompus, aux avocats fantaisistes, eh bien, le tribunal céleste, il n'y a pas de corruption là-bas. Le ciel a cette capacité-là de pouvoir vous faire payer d'une manière ou d'une autre tous les méfaits que vous aurez occasionnés sur des personnes. Et c'est pourquoi je l'ai toujours insisté. J'ai toujours dit à mes jeunes frères collégiens de faire attention. Parce que le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. Un Dieu mystérieux. Un Dieu réparateur de tort. Un Dieu qui n'a jamais abandonné son peuple.
qui n'a jamais abandonné les veuves, qui n'a jamais abandonné l'orphelin. Lorsqu'on est un acteur politique étatique, eh bien, on se bat pour la préservation des intérêts du peuple. Malheureusement, les acteurs politiques gabonais sont des acteurs sulfureux. Ce sont des égoïstes, des partisans. Ils ne pensent qu'à leur famille, ils ne pensent qu'à leurs enfants, ils ne pensent qu'à leurs frères, ils ne pensent pas justement au plus grand nombre de personnes. Et d'ailleurs, l'expression consacrée est là aujourd'hui. À savoir que même dans le nouveau système actuel, on fait la promotion des copains, des coquins, des consanguins, des fantassins, des maroquineries, et voire même des chinoiseries. Lorsqu'on gère un système étatique, mais c'est pour la recherche du confort du plus grand nombre de personnes. Ce n'est pas fait du favoritisme. Et il y a des règles dans un système étatique. Les règles sur la méritocratie, la justice rétributive, la justice distributive. À chacun selon ses compétences, à chacun selon ses métiers, à chacun selon sa responsabilité. Mais pour l'État, à chacun selon son humanité. Mais regardez comment nous sommes en train de déchanter au cours de ce processus transitionnel qui nous a permis d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de perspectives. Mais regardez, en une année d'exercice du pouvoir, combien de fois nous arrivons aujourd'hui à pratiquement regretter parce que nous ne comprenons plus rien de ce qui se passe de cette transition. Et je vous avais bien dit que cette transition se terminera en bandoulière. Et vous voyez bien aujourd'hui comment les bandes sont en train d'être organisées. On organise des brigands, des gangsters, des voyous, et on crée un climat d'insécurité dans le pays. Chaque jour, il y a des enlèvements, on agresse les gens par-ci, par-là, des petits voyous arrivent on crée un climat délétère, un climat austère. Et nous ne sommes même pas encore aux préparatifs de l'élection présidentielle. Mais que va-t-il advenir lorsque nous serons dans les préparatifs de l'élection présidentielle? Quel est l'intérêt de toutes ces personnes de chercher à déstabiliser un pays qui vous a tout donné? Le Gabon, un pays riche, à revenu intermédiaire, de la tranche supérieure, considéré comme un scandale halieutique, un scandale minier, un scandale financier. Mais regardez dans quelles conditions vivent les populations gabonaises. Nous, les agents publics, sans chaises, sans bureaux, sans poste d'emploi, on nous identifie comme des fonctionnaires fantômes. On nous bloque nos salaires depuis 2 mois. On n'est pas payé, on nous balade comme ça. Donc nous devenons maintenant les responsables du système laconique, du système Bongo PDG. Pire encore, le relais même de ce système qui est venu pour arriver à restaurer la dignité du peuple gabonais, pour arriver à une fois la restauration, arriver à la restitution du pouvoir. Mais vous pensez que dans un tel climat, les gens peuvent encore accorder du violon à tout ce qui se fait actuellement dans le processus transitionnel? Et je vais vous répéter les phrases d'Hervé Patrick Obianga. Il le dit, vous et moi, nous avons fait un don de soi pour arriver à la transition. Vous et moi, nous avons fait un don de soi pour arriver à la transition. Donc vous voyez bien que Hervé Patrick Obianga le dit formellement. À la limite qu'il a trahi son meilleur ami, Ali Bongo Ondimba. Il a trahi son frère de sang, Ali Bongo Ondimba, pour arriver justement à ce que nous soyons dans la transition. Et il va plus loin. Il va plus loin. Il identifie d'ailleurs ceux-là qui sont en train de le pourchasser. Il dit bien ce sont les collaborateurs du chef de l'État qui sont en train d'induire le chef de l'État en erreur. Et c'est cette attitude-là que j'ai toujours récriminée. Cette attitude de vouloir toujours mettre le chef de l'État au centre de toutes les problématiques judiciaires. Et c'est pourquoi lors du dialogue national, j'avais demandé le principe séparatoire du pouvoir. La séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Parce qu'il y a trop de confusion. Vous voyez comment Hervé Patrick Obianga lui-même, il le dit bien, qu'il y a un groupuscule de personnes tapées dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, qui suscitent des querelles, qui suscitent des prises de position, et on dit encore que c'est le chef de l'État. Mais non, il y a le principe de la responsabilité individuelle, la responsabilité du fait personnel. La loi dispose que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. La responsabilité du fait personnel. Moi, je vois mal pourquoi est-ce qu'on ramène toujours tout à Brice Clotaire Oligui Nguema. Et j'insiste que lorsque Hervé Patrick Obianga, comme il le dit bien, qu'il a fait partie intégrante pour pouvoir libérer le peuple justement de ce système-là, système Bongo PDG qui nous a tous meurtris. Il dit bien qu'il était acteur, qu'il n'y a eu aucune improvisation et qu'il a consulté toutes les personnes de fil en aiguille et pendant très longtemps. Donc c'est un coup qui a été minutieusement préparé.
Et une fois ce coup minutieusement préparé, mais on a bien vu que le détenteur exclusif du pouvoir, Brice Koto Oligui Nguema, n'a pas fait preuve de méconnaissance à l'égard d'Hervé Patrick Opianga. Il a bien nommé Hervé Patrick Opianga ministre des Mines. Ça, Oligui Nguema n'a pas transigé. Il n'a pas cherché à savoir si Hervé Patrick Opianga avait des compétences dans le domaine ou autre. Il a nommé ministre des Mines. Par reconnaissance du travail qu'il a effectué dans ce qu'ils ont fait. Mais n'oubliez pas que c'est vous, les Gabonais, qui avez récusé le fait que Hervé Patrick Opianga soit aux côtés du chef de l'État. Et cette attitude-là a été amplifiée par les activistes que vous êtes. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dire la vérité? Ceux qui ont amplifié justement la chute d'Hervé Patrick Opianga, mais c'est Stéphane Zeng avec Landry Washington qui ont matraqué psychologiquement Hervé Patrick Opianga pendant des semaines, des jours et des heures. Qui ont matraqué d'ailleurs même le chef d'État pendant des jours et des heures. Et Hervé Patrick Opianga est le premier initiateur de la plainte. Et ce qui est curieux, c'est que notre frère Stéphane Zeng, avec Mourinho ou quoi, là, qui avait traité Opianga de pédophile, qui avait traité Opianga de gangsters, de criminels, etc., ils arrivent au Gabon, ils ont l'opportunité de présenter les preuves ou dites contre Hervé Patrick Opianga. Eh bien, eux, ils ne portent plus plainte. C'est Hervé Patrick Opianga maintenant qui va porter la première plainte contre les deux activistes. Et là, je voudrais saluer tout de même le courage, la bravoure, l'honnêteté de Washington, qui a toujours assumé la responsabilité de ses actes. Il va être convoqué et il va se rendre à la convocation. Et vous connaissez comment les Gabonais sont. Qui leur a dit qu'une fois vous êtes convoqué, les agents de force de défense et de sécurité doivent vous arrêter manu militaire. Et il a été arrêté comme ça, j'étais en prison. Et lui également, il a activé ses raisons. Une fois en prison, de manière avec une procédure cavalière, toujours la procédure de nos forces de défense et de sécurité avec les magistrats corrompus. Quelqu'un quitte le matin, il reprend une plainte, il se retrouve au gros bouquet. Mais quel est ce genre de procédure? Lui aussi, il a activé ses réseaux. Eh bien, le lendemain, il a été sorti des jours de la prison par les mêmes procédés. Mais Stéphane Zeng, lui, il n'a jamais répondu à la plainte. Mais ce qu'on a envoyé les forces de défense et de sécurité pour aller le capturer. Et c'était quasi impossible d'ailleurs de le capturer parce que c'est Stéphane Zeng qui va véritablement nous indiquer une véritable machination également contre Hervé Patrick Opianga. Stéphane Zeng va le dire clairement qu'Hervé Patrick Opianga ne sera plus rien. Et nous avons encore cette vidéo-là. Et il a fait la démonstration qu'Hervé Patrick Opianga ne sera plus rien. Et la preuve est là. La preuve est là, c'est la continuité de ce qu'avait dit Stéphane Zeng. Une affirmation de manière péremptoire. Aujourd'hui, nous avons la preuve que Stéphane Zeng aujourd'hui est dans la cour, justement, du prince. Puisqu'il arrive à préméditer des actions et que ces actions arrivent à exécution. Donc, lorsque Hervé Patrick Opianga va porter plainte contre les deux activistes, là, nous avions l'occasion, justement, pour que ces activistes puissent répondre de leurs actes, pour aller apporter la preuve qu'Hervé Patrick Opianga aurait violé son épouse actuelle et qu'Hervé Patrick Opianga serait pédophile, qu'Hervé Patrick Opianga serait un assassin. Là, on vous a donné le caviar pour pouvoir apporter toutes ces preuves-là. Malheureusement, ces gens-là ont commencé à se plaindre de la procédure initiée par Hervé Patrick Opianga. Mais une voix dans Washington est dehors. Mais lui également, il va engager la procédure et c'est tout à fait légal. Il va porter plainte contre Hervé Patrick Opianga. Mais en ce moment-là, on aurait dû faire quoi? On aurait dû faire ce qu'on appelle une jonction de procédure. Si on avait fait une jonction de procédure, à savoir qu'Hervé Patrick Opianga avait porté la première plainte et que Washington aussi a porté sa plainte, on faisait une jonction de procédure et toutes ces personnes-là se retrouvaient devant les juridictions compétentes chargées de les juger, mais on ne se serait pas retrouvé là où nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? Mais ils ont préféré porter plainte, non pas en portant plainte à Hervé Patrick Opianga. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est les mêmes agents informateurs. Je dis bien les mêmes agents informateurs qui donnent des informations à Jonas Bouleda. Et aujourd'hui, vous voulez traquer Jonas Bouleda. Mais à travers Jonas Bouleda, nous arrivons à avoir des informations que même nous qui sommes sur le territoire national, nous n'aurons jamais.
C'est vous qui donnez les informations à Jonas Moulinda. Et c'est vous qui voulez le traquer. Non, c'est de la manipulation. Moi, j'appelle Jonas Moulinda de mettre à nu toutes ces personnes-là. De commencer à dévoiler toutes ces sources-là. De toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, Jonas Moulinda, vous serez toujours informé. Mais ces mêmes sources-là qui veulent vous décapiter, qui veulent comme ça vous extraire, il faut les vendre. Donnez ces sources-là, donnez leur nom. Et moi, je sais que tu as les preuves de ce que tu dis. Et ce n'est pas la première fois que tu apportes les preuves de ce que tu dis. Tu as les audios, tu as les envois d'argent, etc., etc. À l'époque de Brice Lacoste Chalianga, je sais que tu recevais de l'argent. Et je sais le canal par qui tu arrivais à avoir de l'argent. Pour que Brice Lacoste Chalianga ne soit pas attaqué avec Patrici Tarnaza et autres. Et c'est pareil. Ces gens-là sont tapis toujours dans les arcanes secrets du pouvoir. Et ce sont eux qui te donnent des informations précises. C'est grâce à Moulinda que nous avons appris que César Opianga avait été arrêté. Et pourtant, nous sommes sur place. Avec tous les moyens de communication mis à notre disposition. Avec toutes les chaînes de radio, de télévision, avec tous les activistes, etc. Qui avait su que César Opianga était incarcéré? Qui avait su que l'épouse d'Opianga, bon, pas l'épouse, la concubine d'Opianga avait été arrêtée? Personne. Mais aujourd'hui, Moulinda est devenu le véritable réseau d'information des Gabonais. Mais c'est tout le même dommage et regrettant. Mais nous avons un ministre de la communication, nous avons tous les services concernés par la question. Mais que fait le gouvernement d'Ossima? À part traquer les paisibles citoyens, à part traquer les menus frétins, ils font quoi? Là, c'est Hervé Patrick Opianga. C'est vous qui avez fait partie Hervé Patrick Opianga. Et il a dit clairement qu'il avait été avisé et qu'il y avait un complot qui devait être ourdi contre sa personne. Pour une fois de plus, le ramener 20 ans en arrière, accusé pour une tentative de déstabilisation, un complot, ourdi contre les institutions. Quelle institution où Opianga devait faire un complot? C'est quel type d'institution? C'est quel type d'institution? Nous sommes encore dans le processus embryonnaire de la reconstruction de nos institutions. Mais c'est quelle institution qu'on nous dit qu'Opianga aurait tenté de déstabiliser? On ne comprend rien. Et ces gens-là qui l'ont informé, mais Opianga, aussi malin et intelligent, avec les avocats tels que les avocats comme Maître Gisèle Eyui, avec le sulfureux que vous connaissez, Maître Vergès du Gabon, que je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire de publicité. Mais ces gens l'ont bel et bien formé Opianga. Il a porté plainte encore contre X et en indiquant déjà qu'on voudrait lui faire porter le chapeau d'une tentative de déstabilisation de l'État. Vous voyez comment quelqu'un, hein, celui-là dont on dit n'avoir pas fait les études, comment il arrive à être plus intelligent que les docteurs, que les mages, les savants de notre pays, les concepteurs de Cuba, dans le seul but de détruire les carrières de vie des gens, dans le seul objectif de mettre en mal la transition. Et ils accusent tout le monde. La réalité, c'est vous qui êtes des conspirateurs de Brice Oligui Nguema. Vous qui êtes à ses côtés, c'est vous les déstabilisateurs. Vous montez les complots contre les gens, vous êtes les premiers à informer ces gens-là sur le complot. Vous aurez voulu quoi? Qu'Opianga puisse rester là. Et vous n'arrivez même pas à étudier l'opportunité même. L'opportunité même de vos charges. C'est quand même incroyable. Vous portez plainte à quelqu'un contre un viol d'une femme qui habite avec lui, avec qui il a les enfants. Un viol qui s'est passé il y a combien de millénaires depuis Mathieu Zulem. Mais c'est quand même incroyable. Mais vous êtes quand même des juristes, vous savez qu'il y a les délais de prescription d'une action judiciaire. Il y a plus de 20 ans. Soit dit qu'Opianga a violé cette fille-là qui est devenue sa femme, qui est d'ailleurs la fille de sa femme. Vous ne voyez pas que cette procédure, elle est bancale? Par quel mécanisme la femme d'Opianga, la fille d'Opianga devenue sa femme, avec deux enfants, va vous donner des aveux qu'elle aurait été violée par celui-là qui devient son mari? Par quel aveu, par quel mécanisme vous auriez pu obtenir ces aveux-là? C'est stupide, c'est bête. Et par quel mécanisme vous aurez trouvé un certificat médical légiste qui puisse prouver qu'elle avait bel et bien été violée à cette époque-là? Vous allez retrouver ce certificat médical où? Ou est-ce que c'est là qui va encore justifier la condamnation de son époux, celui-là qui est le gardien de ses enfants, celui-là qui est son nourricier et autres? Ça n'a pas de sens. Donc c'est une procédure qui n'allait jamais marcher. Et pour un vrai juriste, mais ça ressemble à un complot, comme disait Opianga. Et c'est ridicule, ce genre de procédure. On l'envoie une convocation. Mais il consulte ses avocats. Les avocats disent clairement que, mon ami,
Si tu pars là, tu es mal barré. Et c'est encore vous qui avez organisé son invasion. Ça, tout le monde le sait. C'est vous qui avez organisé son évasion. Parce que Hervé Patrick Opianga, s'il avait préparé minutieusement son évasion, ce n'est pas le même Hervé Patrick Opianga qui n'a pas fait la campagne du non référendaire, qui aurait justement appelé les membres de l'UDIS. Donc plusieurs personnalités de l'UDIS ont fait la campagne du oui, quand bien même eux-mêmes y sont allés, dans ce point de presse où Opianga a décidé de voter contre la Constitution. Donc, ne me dites pas que ce qu'Hervé Patrick Opianga faisait, et il le faisait de manière stupide, non. Il le faisait de manière réfléchie. Et il y avait des personnes clés qui étaient en train de lui donner un certain nombre d'informations. Et vous le dites très bien, Opianga, c'est 40 ans de dispositif à l'intérieur de l'appareil étatique. C'est 40 ans de dispositif à l'intérieur du dispositif sécuritaire du pouvoir exécutif. Donc, tous ces personnes-là qui sont à côté du chef de l'État, nombreuses sont des personnes qu'Opianga a continué à sevrer, à faire entrer dans les corps armés. Certains sont partis de caporal jusqu'à commandant ou général, etc. etc. Attention, Hervé Patrick Opianga n'est pas un menu frétin. Je vous le dis, ce n'est pas un menu frétin. Et depuis le départ, je vous le dis, ce n'est pas un menu frétin Hervé Patrick Opianga. Parce que pour avoir résisté comme ça à l'intérieur d'un système rigide, le système Bongo PDG, avec près de 40 ans à l'intérieur des arcanes du pouvoir, ce n'est pas donné à tout le monde. Et Hervé Patrick Opianga, il vous le dit très bien. Il est acteur étatique, acteur politique, opérateur économique, avec 5000 emplois créés. Imaginez 5000 emplois créés. 5000 emplois créés, c'est 5000 électeurs. Puisqu'on travaille à partir de 18 ans. 5000 emplois créés, c'est 5000 électeurs. Et chaque membre de la famille, s'il prend 5 personnes, ça fait 25 000 électeurs. À raison de 5 personnes par membre de famille. Or, nous savons qu'un fonctionnaire gabonais nourrit en moyenne 10 personnes. Bon, vous imaginez, 5 000 emplois fois 10, ça fait 50 000 électeurs. 50 000 électeurs. Ça, c'est les emplois directs, issus de ces entreprises. Et également les emplois dérivés. 15 000 à 20 000. Donc, on a une moyenne de 7 000 emplois créés. Calculez 7 000 emplois créés multipliés par 10 personnes. Ça fait 70 000 électeurs. Mais vous qui êtes en train de susciter le querelle entre Hervé Patrick Opianga et le détenteur exclusif du pouvoir actuel, où est-ce que vous pouvez trouver 70 000 personnes au profit de Brice Koto Oligui Nguema lorsqu'il sera candidat déclaré à l'élection présidentielle? Où est-ce que vous allez trouver 70 000 personnes? Vous les activistes que vous êtes. On a bien vu plusieurs activistes qui sont venus de la France, qui ont participé aux élections. Ils ont eu combien de voix? Même dans leur meeting, ils ont eu combien de personnes qui les suivaient? Attention. Il ne faut pas confondre tout ce que vous faites là de manière virtuelle avec la réalité et de notre système politique. Les Gabonais vous connaissent. Ils connaissent le rôle que vous avez joué en France. Les activistes que vous êtes. Mais en France, et la France n'a rien à voir avec le Gabon. Ici, c'est le terrain. C'est le terrain ici qui marque. Et que vous le vouliez ou pas, Hervé Patrick Opianga, c'est une machine électorale. L'UDIS, c'est une formation politique qui prospère. Au même titre, à l'époque, que le parti de Jean-Boniface Assélé, que le PDG avait réussi à détruire. Le PDG a réussi à détruire toutes les formations politiques qui gravitaient autour de la galaxie présidentielle. Le PDG n'a pas pu détruire l'UDIS. Parce que Hervé Patrick Opianga est un homme fortuné. C'est un homme prospère. Et il est riche depuis des années, depuis longtemps, depuis Bacha Joseph. Donc c'était un meilleur allié pour le chef de l'État actuel, Brice Koto Oligui Nguema. Je dis bien c'était un meilleur allié. Sur le plan politique, sur le plan d'unité productive, la création des emplois, sur le plan de la protection, la sécurité intérieure de notre pays, et sécurité même extérieure. Hervé Patrick Opianga est un maillon de la chaîne. Donc ce n'est pas comme ça comme on aurait dû régler cette affaire. Vous-même, vous avez tout fait.
pour créer la discorde entre Brice Koto Oligui et Hervé Patrick Opianga. Mais je continue à le dire que Brice Koto Oligui n'a jamais porté plainte contre Hervé Patrick Opianga. Ceux qui ont porté plainte contre Hervé Patrick Opianga, ils n'ont qu'assumé la responsabilité de leurs actes et la responsabilité du cours historique à venir de notre pays. La paix, la sécurité, la sérénité. Hervé Patrick Opianga, il utilise des expressions très intelligemment. Très intelligemment. Il parle d'éviter le brasier. Il parle d'éviter la guerre civile. Éviter le brasier. Vous pensez très honnêtement qu'un acteur étatique, qui plus est un opérateur économique, avec les entreprises à hauteur de près de 7000 emplois créés, vous pensez que ce type-là en cavale, il peut vous laisser en paix? Il peut vous laisser détruire son patrimoine comme ça. Il peut vous laisser en paix. Avec sa femme, avec ses enfants, abandonnés, avec son frère, son grand frère, en difficulté avec un double accident cardiovasculaire. Mais, comme ce jeune compatriote dit là, qui vous conseille de conseiller le chef de l'État à agir ainsi? Vous êtes des déstabilisateurs, vous êtes des complotistes. C'est vous qui êtes des complotistes. Pas Hervé Patrick Opianga. Ce que vous faites là, c'est la déstabilisation. Vous êtes en train d'amenuire, de détruire progressivement le capital social du chef de l'État. Et j'avais bien dit à Brice Koto Oligui lorsqu'il m'a reçu, je lui ai dit, méfie-toi des pérégistes. Tu ne connais pas bien les pérégistes. Ces pérégistes-là vont te créer de sérieux problèmes. Ils vont te mettre dans des ennuis, dans des tourments. Regardez. Hein? Un bel allié comme Hervé Patrick Opianga, que Brice Koto Oligui va perdre. Un bel allié. Un bel allié. Avec qui tu n'auras pas à dépenser de l'argent pour ton soutien. L'argent, il en a. Avec qui tu n'auras pas besoin de chercher les électeurs. Les électeurs, il en a. Avec qui tu n'as pas besoin de chercher des partis politiques, comme les menus frettins des partis politiques qui sont en train de concevoir dans les laboratoires par-ci par-là, des partis politiques où on suit pour donner les gens les 3 000, les 5 000, les 2 000, le même système qui se reproduit. Il n'y a aucun changement. Des partis politiques sans idéologie. Des partis politiques sans aucune vision du progrès de notre pays. Rien. Rien que la fémania, la manipulation. Toute une vie, c'est tout ce qu'ils savent faire. Manipuler les gens au sommet de l'État. Créer des discordes avec les gens. Créer des palabres partout. Regardez comment vous avez créé un aussi gros litige. Hervé Patrick Opianga avec son propre frère, Brice Koto Oligui Nguema. C'est incroyable, c'est impensable. Et votre intérêt était lequel? L'intérêt était lequel? Les gens qui portent plainte pour viol, ils n'ont même pas la qualité à agir. C'est incroyable. Toi qui portes plainte, est-ce que tu as qualité à agir dans cette procédure judiciaire? Dieu seul sait, il n'y a rien. Mais vous faites tout comme ça là, parce que vous avez réussi. Vous avez réussi, mais tout le monde a vu. Hervé Patrick Opianga là, il dit dans son mémorandum que c'est pratiquement 20 ans. 20 ans de travaux avec plusieurs collaborateurs. Vous savez très bien que la holding qu'Hervé Patrick Opianga a créée. Mais nous connaissons les actionnaires de cette holding là. Mais les actionnaires là sont encore qui? C'est encore eux-mêmes les nantis. C'est vous les riches. On a bien vu lorsque Hervé Patrick Opianga a présenté sa holding. On a vu les gens qui étaient là-bas, les invités. Les Michel Songué, le président directeur de BGFI, comment on l'appelle, le monsieur Kofoufo, Jean Oyima, Claude Oyima, il y avait que la haute société, les riches que vous êtes. Mais vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Parce que cette société-là, si c'est Hervé Patrick Opianga, l'administrateur général de cette structure-là, mais elle va mourir. Parce que qui va arriver à payer toutes ces personnes? Voilà des Gabonais que vous allez mettre au chômage à cause de votre course, votre poursuite effrénée pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Mais c'est dommage. C'est une seule chaise au sommet de l'État. Mais je ne comprends pas les Gabonais. Comment ils sont si assoiffés de pouvoir? Je ne comprends pas ce pays-là.
Mon père Jean-François Toutou-Memani disait ceci. Ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre, instruire. Que les individus doivent avoir les ambitions de leur propre mesure. Les individus doivent avoir les ambitions de leur propre mesure. Mais regardez les Gabonais comment ils sont. Ils ont des ambitions démesurées. Je vous dis, tous les gens que Brice Côté Oligui Nguema a mis à côté de lui là. Les petits malfamés de nos quartiers là. Qui pensent que c'est leur tour maintenant de la mangeoire. Qui ont maintenant des dents ulcérées. Qui veulent maintenant péter plus haut que leur postérieur. Qui ne veulent plus reconnaître qu'ils sont les enfants des bas quartiers comme David Mbirakouma. Et qui doivent être à leur place. Mais qui veulent maintenant des places très élevées. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une révolution. Dans tous les processus de révolution, il y a les faiseurs de révolution. Ensuite, il y a les jouisseurs. Les faiseurs de révolution, les meneurs. Ensuite, il y a les jouisseurs. Et dans la plupart des cas, les jouisseurs ne sont jamais les meneurs de révolution. Parce que les jouisseurs n'iront jamais sur le terrain. Les jouisseurs ne prendront jamais les risques. Moi, quelqu'un vient de m'envoyer là une vidéo là de Stéphane Zeng, pris en partie par la fille qui l'accusait de faire des placements. Ça peine si la fille a de gifler, s'il a les fouilles. Et vous pensez qu'avec des acteurs comme ça, quand la surchauffe va arriver dans le Gabon, là, quand la pression atmosphérique va arriver pendant le processus électoral, là, ce sont ces gens-là que ceux qui Brice Côté Oligui Nguema va compter. Des menus frétins qui n'ont même pas 10 personnes, qui n'ont même pas de politique, il n'y a rien. Au lieu de manger votre argent tranquillement, vous êtes en train de détruire la politique du chef de l'État. En train de détruire ces relations que vous avez trouvées. Le chef de l'État avait ses amis, avec qui ils étaient en bon terme. Vous êtes venus, vous avez tout détruit en une année. Regardez du côté de Port-Gentil. Un monsieur comme Gabriel Tchango. Gabriel Tchango est de la même trempe qu'Hervé Patrick Opianga. Il a des sociétés de sécurité pétrolière. Il a des sociétés de transformation industrielle, etc. Lui aussi pareil. Il a des entreprises de près de 3000, 2000, 3000 personnes. Gabriel Tchango. Et c'est depuis des années qu'il est comme ça. Un monsieur fortuné. Il est connu à Port-Gentil comme un homme fortuné. Et sa richesse se voit. Ils ont tout fait de le mettre en difficulté avec le chef de l'État. Gabriel Tchango, il est retranché là-bas à Port-Gentil dans son camp. Regardez comment ils sont en train de détruire tous les piliers. Ali Bongo n'est pas commencé comme ça. À Port-Gentil, ils ont déjà détruit là-bas. Le pilier Gabriel Tchango avec Michel Essongué, qui a déjà perdu plusieurs parts de participation, récupérées par l'État gabonais, c'est qui est une bonne chose, mais c'est bien, mais il faudra assumer la suite. Dans le Haut-Togo, ils ont déjà attaqué Hervé Patrick Opianga. Et de toutes les façons, là-bas aussi, il y a plein de récalcitrants là-bas. N'oublions pas l'affaire justement de notre maman nationale, avec toutes les récriminations dont il a fait, dont elle avait accusé notre héros national. Bref, du côté de Yem, n'en parlons pas, c'est le canton Bissok aujourd'hui qui a la mangeoire. Hein? C'est le village du père d'Oligui Nguema et qui a toutes les faveurs et privilèges, mais dans les autres villes et villages, il n'y a rien. Bon, quand cela ne tienne, continuez à blaguer avec votre vie. C'est vous qui voulez le pouvoir. C'est vous qui détruisez encore les personnes qui sont susceptibles d'aider Brice Côté Oligui Nguema dans sa quête de légitimation du pouvoir. Quelle était l'opportunité d'engager cette procédure expéditive à l'endroit d'Hervé Patrick Opianga? L'opportunité était où? Moi, je vais dire que non, il faut dire Opianga que celui qui ne se reproche pas de rien ne doit pas fuir. Mais il a fui parce que sa vie était menacée. Il a fui parce que sa vie était menacée. Il n'a pas fui parce qu'il reconnaît avoir violé son épouse, la mère de ses enfants. Il n'a pas fui pour cela, parce qu'il vous sera difficile d'engager une telle procédure. C'est une procédure qui ne peut pas prospérer dans un vrai état de droit. C'est une procédure bancale qui ne marchera pas. Il faut trouver d'autres charges d'accusation. Si c'est l'accusation, si c'est le viol là, si cette fille-là, ça ne peut pas, ça ne prospère pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, la personne a plus de 30 et combien les années, machin, près de 40 ans ou combien. Mais arrêtez, les amis. C'est pas comme ça. Lorsque vous voulez ficeler un dossier judiciaire contre quelqu'un, prenez la peine de bien travailler ce dossier-là.
Pas faire ce que vous êtes en train de faire là. Ça, c'est la rigolade. Ça, ce n'est pas des dossiers montés dans un véritable cadre judiciaire. Non. Ce sont des dossiers bancals mal montés et ça ne peut pas prospérer dans un véritable état de droit. On vient de lire la Constitution. Vous-même, vous étiez là. Vous avez fait la propagande du oui constitutionnel. La Constitution dit quoi dans plusieurs de ses articles? Elle parle de la garantie de représentation. La garantie de représentation. La garantie de représentation. Opianga, les avocats, l'objectif de le faire fuir, c'était quoi? Quel était l'objectif de le faire fuir? Parce que vous savez pourquoi il fallait le faire fuir. Et c'est vous-même qui l'avez fait fuir. C'est encore Opianga serait sorti de la ville là comme. Et je le disais une fois de plus il n'y a pas longtemps à Bruno Ben Mobamba qui disait qu'Opianga serait mort. Vous voyez comment les gens arrivent à emmerder les autres. Ils jouent avec des informations. Je l'avais bien dit que moi, toi quand tu dis qu'Opianga est mort là, est-ce que tu connais les conséquences d'une telle information? Pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? Voilà, Opianga en vie. Et Dieu seul sait là où il est. Et je vous le dis, les amis, l'insécurité que vous avez créée là, mais c'est bien pour vous. Je pense que quand vous avez vu Opianga sortir de sa cachette, mais c'est de manière stratégique. Opianga, tout le monde connaît qui est Opianga. C'est quelqu'un qui peut vivre dans tous les déserts. C'est un fils de la rue. Opianga est un fils de la rue. Et je voudrais dire à tous ces compatriotes-là, vous qui flottez avec le pouvoir, je vous dis, si le pouvoir vous recrute comme un bandit, vous allez mourir bandit. Le pouvoir ne peut pas vous recruter comme un bandit et puis vous laver. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit le rôle que vous allez jouer, le pouvoir vous prendra toujours comme un bandit. Quand le pouvoir t'a recruté comme un gangster, tu mourras comme un gangster. Nous connaissons l'affaire Fantomas. Comment le pouvoir qu'il avait recruté pour faire les basses besognes, on sait comment Fantomas a terminé sa course. Pour chasser par le pouvoir. Pour chasser par le système. Parce que tellement il avait déjà un réseau d'informations qu'il fallait le neutraliser. Le système l'a neutralisé. On n'a pas attendu le procès. On a tué Fantomas avant le procès. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que vous ne connaissez pas cela? Kango Komo, un sujet camerounais. Le système l'avait utilisé comme un gangster. Un sémeur de la terreur. Un criminel routier dans les PK. Un bon matin, le peuple en avait marre. On l'a attrapé au PK5. Quand il y a eu la surchauffe, ils l'ont brûlé, saucissonné, le piment, l'arôme à Kango Komo. On l'appelait John Travolta. Il est mort dans des conditions les plus lamentables. Bombo Mita, recruté comme un criminel, un gangster, un bandit. Bombo Mita est mort dans des conditions inélucidées. Après avoir fait sa confession de tous les malheurs dont il était la cause au plus grand nombre de personnes. Donc, faites l'apologie des gangsters. C'est très bien. Vous avez choisi d'être gangster, non, du système. Soyez des gangsters du système. Mais je vous dis, vous mourrez en gangster. Vous ne mourrez pas en ingénieur. Vous ne mourrez pas en docteur. Vous ne mourrez pas en savant. Vous ne mourrez pas en infirmier. Vous ne mourrez pas en précurseur. En instructeur. Vous mourrez en gangster, en bandit. Parce que les choses en bandit se règlent en bandit. Vous avez vu? 20 années après, Hervé Patrick Opianga, rattrapé par le cours de l'histoire, 20 ans après, qui l'aurait cru? 20 ans après. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui se réjouissent de la chute d'Hervé Patrick Opianga, telle qu'elle avait été prédite par Stéphane Zenk. Les gens se réjouissent. Un homme comme Jean Pingo Koka, il est content. Il est très heureux. Et il y a beaucoup de familles comme ça, qui sont heureuses. Mais il y a également beaucoup de familles qui sont malheureuses. Parce que leur avenir est compromis. Leur avenir est compromis. Ces familles-là qui travaillent dans les sociétés d'Hervé Patrick Opianga, sans compter les membres de sa formation politique. Vous savez que le championnat a démarré. Et Brice Koto Ligui Gema
a mis tous les moyens parce que j'ai rencontré un membre du staff technique du football gabonais qui m'a dit que Brice Koto Aligui-Nguema a mis les moyens jusqu'à ce que le championnat prenne fin. Donc il n'y aura pas d'interruption pour dire que non, il y a l'argent qui manque par-ci, par-là. Non. Mais regardez comment ces gens-là ont détruit la politique de Brice Koto Aligui-Nguema en une année. Il y a les crimes rituels dans le pays. Il y a ce jeune compatriote qui a tué 4 personnes à Franceville. Jusqu'à présent, l'affaire n'a pas avancé. On ne connaît pas les commanditaires, mais on chuchote seulement les noms des commanditaires. Voilà une affaire que la justice devait nous éclairer. Non. Celle-là, ce n'est pas une urgence. L'urgence, c'est le pseudo-viol d'Hervé Patrick Opianga, avec d'autres éléments en charge d'une tentative de déstabilisation que sais-je qu'ils ont trouvé à son domicile. Après, vraiment, c'est impensable. Voilà le petit Yohan qui a assassiné une jeune fille avec son frère après l'avoir violée. Il était en prison, mais les mêmes magistrats véreux l'ont extrait de la prison avec des procédures contrefaites, des procédures falsifiées, des procédures aléatoires, parce que c'est les fils des nantis, ils ont de l'argent. Il se retrouve en France. Chaque jour, il fait la vidéo. Il danse, il est content, il est heureux. Mais il y a une maman qui a perdu sa fille, qui n'arrive pas à avoir le sommeil, parce qu'elle réclame la justice. Où est la justice gabonaise? Où est la justice gabonaise? Tout à l'heure, là, Bénin Guambina, il parlait de la task force qui était initiée par le chef d'État, par le canal de plusieurs de ses collaborateurs. La task force aujourd'hui, elle a donné quoi? Il a décrit. Allez-y écouter. Bénin Guambina. Pourtant, Bénin Guambina était membre important dans le dispositif du chef d'État, dans le cas de la restauration des institutions et la restitution. Mais regardez comment il a peint la task force. Cette task force qui nous bloque les salaires aujourd'hui, alors qu'on n'a rien fait. On nous traite de fonctionnaires fantômes. La restauration, c'est ça là, la restauration. Au lieu de restaurer notre dignité, nous qui n'avons pas les bureaux, nous donner les bureaux, nous affecter, nous donner les chaises, etc., nous donner des ordinateurs, des emplois, nous aider à être formés, à parfaire nos connaissances, nous aider à être utiles à la société. Non. Eux, ils veulent nous rendre responsables de la déchéance de l'ancien système qui sont venus justifier par des méthodes aléatoires. Mais ils reprennent les mêmes méthodes. Ils reprennent les mêmes pratiques sectaires, les mêmes pratiques ethno-régionalistes, les mêmes pratiques tribalistes. Ils font la promotion de leurs, les copains, fantassins, consanguins. Et il n'y a personne. On leur laisse en paix, on ne s'occupe pas d'eux. Parce qu'on n'a pas la même trajectoire. Vous voulez le pouvoir pour le pouvoir. Eh bien, prenez le pouvoir, faites-en ce que vous voulez. Mais il faut savoir que lorsqu'on a le pouvoir, on l'exerce. Lorsqu'on a le pouvoir, on l'exerce. On ne cherche plus les pouces sur la tête d'autres gens. Ce n'est pas possible. Vous avez le pouvoir, il faut l'exercer. Vous avez le pouvoir, il faut l'exercer. Mais l'exercice du pouvoir, là, il y a des conséquences. L'exercice du pouvoir a des conséquences. Des effets collatéraux. Des effets collatéraux, j'ai dit même des effets collatéraux. Des effets collatéraux. Un de mes pères constitutionnalistes, il me disait, Thierry et Sam, il y a la théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. La théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. Il me disait que lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Mais lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, vous abandonnez le pouvoir. Regardez la Côte d'Ivoire. Notre papi Ouattara. 3 mandats. Hier, il accusait Gbagbo d'être un dictateur. Il a 3 mandats. Il ne veut plus partir du pouvoir. Il veut briguer un 4e mandat. Regardez le côté du Togo. Mon frère Fort Essouzina Nyaksingbe, il a 4 mandats. Il a changé la constitution pour rester au pouvoir comme l'était son père, 38 ans de règne de pouvoir. Il a déjà 5 mandats. Regardez du côté du Tchad. L'actuel chef d'État qui vient de remplacer son père. Il fallait qu'il vienne de s'autoproclamer maréchal, comme l'était son père le maréchal, Idriss Déby Itno. Mais jusqu'à quand l'Afrique va se défaire de ce monolithisme abject et sauvage?
Nous n'avons pas inventé la démocratie. Ceux qui ont inventé la démocratie pluraliste, ils sont arrivés à la limitation des mandats. La France, les États-Unis, limitation des mandats. Tu viens, tu fais tes 2 mandats, tu pars. Et sans cela que la spécificité de notre constitution-là a tout de même suscité mon admiration dans certains articles. L'article sur la limitation et l'intangibilité des mandats. Tu fais tes 2 mandats, 14 ans, tu t'en vas. Mais, vous pensez que avec ce qu'on est en train de vivre là, les choses vont se passer comme on a construit cette constitution-là. Notre loi fondamentale dit que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. Le principe de la présomption d'innocence. Le principe de la présomption d'innocence. Mais tout ce qui arrive à porter plainte contre les autres, c'est toujours la présomption de culpabilité qui est mise en branle par les agents de forces de défense et de sécurité. Alors que la procédure judiciaire est claire. Les forces de défense et de sécurité reçoivent les plaintes et les dénonciations. Et elles sont chargées de rechercher les auteurs de ceux qui auront commis les crimes, les contraventions et autres, afin de les traduire devant les tribunaux compétents chargés de les juger. Mais quelqu'un vous porte plainte, vous allez dans un commissariat. La première des choses, c'est que le plaignant, c'est lui qui a déjà eu raison. Vous allez un vendredi, vous êtes sûr qu'on va vous garder à vue là-bas. Mais vous gardez à vue les gens sur quelle base? Vous n'avez même pas encore mené des investigations pour vérifier les informations si la personne, il y a un faisceau de culpabilité qui pèse sur lui. Mais vous l'arrêtez. Vous le gardez à vue, 48 heures, 72 heures, et vous pensez que c'est ça la justice. On le prend, on l'amène devant le procureur fait un mandat de dépôt. Qui vous a dit que le rôle du procureur, c'est de jeter les gens en prison? Qui vous l'a dit? Le procureur a un rôle pédagogique. Le procureur a un rôle didactique. Le procureur a un rôle préventif. Le procureur, c'est l'avocat de la société. Mais c'est quel avocat qui a cette tendance à jeter ses clients en prison? Je n'ai jamais vu au Gabon où on voit ça. Une telle légèreté de prendre les mandats de dépôt pour jeter les gens en prison, c'est pas croyable. Mais c'est vous qui parlez de l'état de droit, mon Dieu. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Voilà, Hervé Patrick Obianga. 20 années après, qui est poursuivi avec les mêmes chefs d'accusation. Là, c'est la tentative à l'insurrection ou bien la révolte. C'est ça, là. C'est comme en 2004. C'est pareil. Parce que Hervé Patrick Obianga est gênant. Il a beaucoup d'argent. Il a un parti politique. Et comme c'est quelqu'un qui a une grande gueule comme David Brakoma, qui ne veut jamais fermer sa bouche, au lieu de se concentrer sur ses activités où il a employé beaucoup de gens, hein, il a voulu se mêler de tout et de rien du tout. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, il est en cavale. Il dit qu'il rentrera au Gabon lorsque ces garanties de sécurité seront préservées. Quelle garantie de sécurité? Qui va encore t'accorder la sécurité là de rentrer au Gabon? Et ils se sont débarrassés de toi, c'est fini. Ils ne te garantiront jamais cette sécurité de rentrer encore au Gabon. C'est pas possible. C'est comment? Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et j'ai vu les gens dont il a fait appel pour une médiation. C'est en cela que j'ai trouvé ses propos dotés d'une certaine sagesse. Il a fait appel à qui? Paulette Messambo, Ndansema et autres. Il a fait appel au nouveau tenancier du pouvoir actuel. Il a fait appel au nouveau tenancier du pouvoir. Pour que ces gens-là arrivent à engager une médiation. Arrivent à engager une médiation. Pour que le pays ne puisse pas embraser comme il le disait. Et c'est un peu ça là le propre des Gabonais. Quelles que soient nos difficultés, nous devons préserver la paix. Nous devons préserver l'unité de notre pays. Nous devons préserver la cohésion sociale de notre pays. Le père Paul Mbabé Solo à l'époque, avec Maître Agondio Okawe, ils avaient créé le gouvernement parallèle.
pour mettre en difficulté le chef d'État Omar Bongo Ondimba. Mais lorsque la surchauffe est arrivée, pour éviter que le pays puisse s'embraser, eh bien, ils ont fait un certain nombre de concessions. Ils ont fait un certain nombre d'accords. On a parlé de l'accord de Paris, on a parlé de l'accord d'Arambo. Il y a eu beaucoup d'accords comme ça pour préserver l'unité de notre pays. Et Agondio Kao avait parlé de la paix des braves. Voilà un acteur politique de l'opposition qui a souffert le martyre de son positionnement, mais qui n'a pas voulu que le pays puisse s'embraser. Il a préservé nos institutions, il a préservé les vies des Gabonais. Jean-Pierre Ngokoka l'a fait pareil. Il a dit aux Gabonais, allez-y voter. Le reste, je m'en occupe. Mais le reste, là, il ne s'en est jamais occupé. Il allait s'asseoir à sa piscine jusqu'à ce qu'Ali termine ses 2 mandats. Et là, nous avons encore un autre prestidigitateur. Après de 70 ans bientôt, la constitution est claire. Tous ceux qui ont plus de 70 ans ne pourront pas se porter candidat à l'élection présidentielle. Mais notre frère Ondosa continue ses rêveries. Au lieu de participer aux côtés de l'actuel chef d'État, dans son expertise d'économiste, pour arriver à aider le président à relancer la croissance économique de notre pays, améliorer les indicateurs macroéconomiques, impulser une nouvelle dynamique de création d'emplois des entreprises, machin. Lui, il poursuit la course au pouvoir pour être président de la République. Quel président de la République Ondosa va être au Gabon? Mais à un moment donné, il faut que nous soyons quand même consciencieux de nos limites. Est-ce que être président, c'est le seul poste de responsabilité qu'un Gabonais peut avoir pour aider ses concitoyens, pour aider son pays? Il n'y a que le poste de président de la République. Il n'y a pas d'autre poste ici au Gabon où vous pouvez parfaire vos connaissances, où vous pouvez aider le chef de l'État, aider le pays à avancer, mes amis. Jean-Pierre Ngokoka, il était à l'Union africaine. Est-ce qu'il était président de la République? Ils sont pleins dans les organismes financiers internationaux, etc. Mais je ne sais pas cet entêtement à être président de la République de la part de ces Gabonais. Et c'est des mauvais Gabonais en plus qui veulent la fonction présidentielle. Attendez, vous allez voir avec le code électoral. Tous ceux qui étaient cachés là, qui ne voulaient pas s'exprimer là, après la mise en place du code électoral, vous allez voir, ils vont sortir de leur territoire comme des grenouilles, comme des cafards. Vous allez les voir. Et dès que ceux-là qui ont moins de 70 ans, là, les jeunes loups du parti, avec d'autres indépendants, là, dès qu'on va mettre les critères d'éligibilité à la fonction présidentielle, avec le montant, comment on appelle ça, les montants de financement, etc. Dès qu'ils vont sortir là, 50 millions, vous verrez, il y aura des milliers de candidats là, contre Brice Koto, les Guigam. Tout ça là seulement pour la distraction, pour emmerder les Gabonais. Même un candidat qui sait qu'il ne peut pas gagner une élection, il va être candidat pour faire seulement du chantage, pour emmerder les gens. Et vous pensez très honnêtement que les Gabonais, à l'heure actuelle, là, ils ont besoin de toutes vos esprits là. Les Gabonais vous voient clair. Que vous soyez un acteur de l'opposition, un acteur de la majorité. Pire encore, les forces de défense et de sécurité. Même les amis, en une année, vous êtes en train de faire pire que les pérégistes. Il faut faire attention. Regardez à travers tous les conseils municipaux et départementaux. Il n'y a que vos noms là-bas. Les récriminations par-ci, par-là. Vous allez à la commune d'Intom, il y a des problèmes là-bas. Avec le délégué spécial. Vous allez à Libreville, il y a les problèmes. La preuve, on a même chassé le directeur de cabinet. Le délégué spécial à la commune de Libreville. Mais c'est parce que je ne vais plus me mêler de cette affaire, la commune de Libreville. J'aurais fait un direct avec les choses compliquées. De ce qui se passe là-bas, à l'hôtel de ville. Le directeur de cabinet chassé. On l'a chassé pourquoi? Si je vous donne les raisons, vous allez crier au scandale. Au Vindo, à Kanda, tout ça là, etc., etc. Mais regardez, Libreville, les poubelles partout. Les poubelles partout. On a crié sur les pédégistes, leur gestion chaotique, la gestion de la ville. Mais les poubelles, là, qui enlève ça? Qui doit enlever les poubelles? Mais mon Dieu, mais vous avez le pouvoir. Enlevez les poubelles. Vous avez les agents, vous avez le génie militaire, vous avez l'argent, vous avez tout. Dès qu'on filme les poubelles, on montre, oh, ils sont contre Ligi. Ce sont eux, ils montrent seulement ce qui est mauvais, ils ne montrent pas ce qui est bien. Donc nous, quand on montre ce qui est bien, ils sont contents. Mais quand on montre ce qui n'est pas bien, on devient maintenant contre Ligi. Mais on ne peut pas garder les poubelles comme ça. On ne peut pas les garder.
Il y a une prime pour, il y a une taxe pour la poubelle. Toutes les fois vous payez le ticket EDAN, regardez bien dedans là, il y a une redevance qu'on vous prenez pour la poubelle. Pareil pour la communication. Mais cet argent qu'on prend pour la communication là, on refuse d'informer les Gabonais. Le seul média d'information des Gabonais, c'est Jonas Moulenda. Tout à l'heure, à 20h là, on sera connecté. C'est devenu notre pain de vie quotidien. Les journaux, on ne les suit même pas. La chaîne 1, on ne les suit pas. Gabon 24, encore, grâce à son contenu politique, les gens arrivent à suivre. Mais les autres chaînes de télévision, zéro. Mais ils ont les subventions. Le chef d'État a même quadruplé la subvention pour inciter ces personnes-là à informer le Gabonais. Il n'y a rien. Mais Opianga vous a donné un certain nombre d'informations. Mais faites maintenant des investigations. Informez les Gabonais. Il n'y a rien. Yuan qui est là-bas en France, le ministre de la Justice est là-bas. J'espère qu'il va l'extrader. Qu'il va mettre le criminel là dans l'avion. Mais si c'est pour dire que c'est les activistes qui vont aller extrader là-bas, mais c'est ridicule. C'est vraiment le comble. C'est le comble. Vous allez aller extrader des Gabonais qui ont déjà le mal de vivre, qui ont souffert d'un système qui les a meurtris. Ils ont réussi à fuir, se retrouver en France. Et vous avez le pouvoir, vous allez les extrader de la France pour les amener au Gabon. Vous leur avez trouvé le travail. C'est vous qui allez leur trouver le travail au Gabon. Vous avez conçu les maisons pour loger ces gens-là. Vous avez trouvé les centres de formation universitaires et autres là, post-universitaires, pour former ces Gabonais-là. Ils sont en France 7 ans, 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas les papiers. Vous voulez les ramener au Gabon pour faire quoi? Si déjà même en France où ils pouvaient avoir des métiers faciles, ils pouvaient avoir un emploi facile pour nourrir leur famille, ils n'arrivent pas. C'est au Gabon, vous allez les ramener avec le taux de chômage très élevé comme ça. Vous allez les ramener ici. Vous avez déjà trouvé comment? Donc vous les ramenez pourquoi? Pour les mettre en prison. Et vous avez les problèmes. Vous allez extrader quelqu'un de la France pour l'amener au Gabon pour le mettre en prison. Et vous allez le nourrir. Vous allez Non mais vraiment, c'est vraiment ridicule. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Je vous dis, arrêtez d'emmerder les gens. Nous sommes dans un processus transitionnel. Qu'on est dans une transition, on est dans un régime d'exception. Dans un régime d'exception, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Arriver d'abord à la légitimation du pouvoir. Il s'agit d'abord de cela. Légitimer d'abord le pouvoir. Légitimez-le, légitimez-le. Légalisez-le, légalisez d'abord le pouvoir. Mais tant que vous n'avez pas légalisé le pouvoir, tant que vous n'avez pas légitimé le pouvoir, mais sur quelle base vous traquez les gens? Sur quelle base vous traquez ces gens-là? Et c'est curieux, tous ceux qui étaient dans l'opposition hier, qui décriaient la gestion chaotique d'Ali Bongo Deba en matière de droits humains, ce sont aujourd'hui qui encouragent les violations des droits humains. Mais les amis, un jour, vous aussi vous allez vous retrouver comme mon frère, mon grand frère Patrick Opianga. Vous serez en cavale. Pour le moment, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est bien. C'est bien. Félicitations pour vous. Mais attention, un jour, vous aussi, vous allez vous retrouver en cavale. Retenez bien ce que je dis là. Un jour, vous allez vous retrouver en cavale. Moi, je l'avais dit au Séné. Je l'avais dit à Nourdine. J'ai dit, les amis, oui. La façon que vous êtes en train de gérer le pouvoir là, un jour, vous allez vous retrouver en prison. Ils sont en prison. Attention aux mots d'expression populaire. Attention aux mots d'expression populaire. La jeunesse gabonaise actuelle, elle n'est pas comparable à la nôtre, à celle que nous avions été. La jeunesse gabonaise actuelle, c'est une jeunesse explosive, une jeunesse meurtrière. Vous voyez bien ces gens-là, il a 11 ans, il va à l'école avec un couteau, l'autre va avec une machette. Nous, on n'a jamais connu cela. C'est une jeunesse qui exerce la violence. Et comme vous avez choisi également de les mettre dans les bandes, organisés en voyous, en brigands, en gangsters, c'est bien pour vous. Je dis bien, c'est bien pour vous. Lorsque ces gens-là, pendant l'élection présidentielle à venir là, vont sauter les barrières de vos maisons, c'est là que vous allez vous rendre compte que donc vous-même, vous avez créé des monstres qui vont se retourner contre vous. Parce que vous n'aurez jamais l'argent pour payer toutes ces personnes-là, ce n'est pas possible. Vous n'aurez jamais l'argent pour entretenir tous ces brigands, tous ces gangsters, tous ces bandits que vous êtes en train de former. Il faut arrêter ce jeu macabre.
Arrêtez ce jeu-là. Arrêtez de détruire la politique d'Oligui Nguema. Oligui Nguema n'est pas celui qui a porté plainte au Pianga. Oligui Nguema n'est pas celui qui a fait fuir au Pianga. Nous sommes dans un régime, un système étatique. Il y a des procédures, il y a des personnes identifiées pour faire tel acte, pour faire tel travail. Apprenez-vous à ces personnes-là. Apprenez-vous à eux. Laissez Brice Koto Oligui Nguema tranquille. Il est président de la République. Ce n'est pas lui qui suscite toutes les querelles. Ceux qui suscitent les querelles, tous ceux qui suscitent les divisions, il faut assumer la responsabilité de vos actes. Et vous assumerez la responsabilité de ces actes-là jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc, ce débat pourra se poursuivre quand vous voulez au quartier, dans vos salons feutrés ou calfeutrés, même au milieu de ces activistes émergents qui disent aujourd'hui que c'est leur tour. Ils sont à la mangeoire, c'est leur tour de manger, c'est bien. Continuez à manger, mais quand tu vas développer le diabète à cause de ta gourmandise financière, tu vas te rendre compte que oui. Donc, trop manger aussi, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas jouer comme ça avec l'argent de tout un État. Et lorsqu'on vous dit que vous faites n'importe quoi, vous faites mal les choses, c'est vous encore les plaignants. C'est vous qui maltraitez les gens, mais c'est vous les plaignants. C'est incroyable. Donc vous maltraitez les gens et les gens doivent se taire. Ils ne doivent pas dénoncer vos travers. Regardez. À Gabon, on le compagnie. Ils ont volé de l'argent là. Oui. Mais pourquoi ces gens-là ne sont pas en prison jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi vous ne les mettez pas en prison? Mais parce que ce sont des gros noms, des grosses fortunes, des gros patronymes. À la CNAM GS. Pourquoi les gens qu'on a dit avoir volé l'argent, pourquoi vous ne les mettez pas en prison? Mais si c'est les menus frétins, les petits voleurs de portables, la procédure, elle est expéditive. Elle est vite faite, ils sont déjà au gros bouquin. Mais ces gens-là sont encore dehors. Là, on va nous dire quoi? Ils ont pris les avocats, oh, et la procédure en cours, c'est cela. C'est ridicule. C'est ridicule. Chez nous, au ministère des Affaires étrangères, il y a des légumes également qui ont déjà été pris là-bas. Hein? Les voleurs d'argent, les budgets de l'État. On a pris des gens. Il y en a qu'on a pris. Suspension à titre conservatoire. Oh, mets-toi à genoux là. Il faut arrêter d'emmerder les gens. T'entends? Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu joues les voyous comme ça? Tu es un enfant pour emmerder les gens. Excusez-moi, c'est mon fils qui emmerde là. Donc je disais que tous ceux qui détournent les fonds jusqu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas inquiétés. Et pourtant nous sommes dans une période de transition. Et curieusement, pour le moment, il n'y a que les civils qui sont des voleurs. Il n'y a aucun militaire qui a été pris dans sa gestion. Mais pourtant, nous savons très bien tout ce qui se passe. Le Gabon, c'est un pays en verre. On voit bien comment les gens là sont en train de construire leur château de cartes. Et pourtant, on connaît les salaires également de ces personnes. Mais comment elles font pour construire tous ces châteaux-là? Comment ces personnes font pour s'acheter toutes ces belles voitures, ces grosses voitures qui se retrouvent dans leurs barrières par-ci par-là? Là, la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite, elle a disparu. La commission de la lutte contre l'enrichissement illicite a disparu. L'agence judiciaire de l'État a disparu. La Cour des comptes, n'en parlons même pas. Et vous pensez qu'on va gérer un État comme ça? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Mais vous êtes en train de pousser les Gabonais vers le regret. Et Ali Bongo Ondimba vous a mis au défi. Je ne sais même pas si vous êtes conscient. Ali Bongo Ondimba a dit qu'il a envie de voir si les militaires feront mieux que lui. Mais à part Oligui qui est en train de construire un peu par-ci par-là. Mais le bilan qu'on va faire là, c'est quoi? Quel bilan on va faire là? On va aller aux élections là. Dites-moi un peu quel est le bilan qu'on va faire. Le bilan sur le plan politique, le bilan sur le plan économique, le bilan sur le plan social, culturel, sportif, etc. Le bilan qu'on va le faire là. Hein? On va le vendre comment aux populations? Quand Brice Koto Oligui Nguema dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle, on le défend comment? Avec tout ce que vous êtes en train de faire. Comment on va faire pour le défendre? Comment on fera? On vous dit arrêtez de faire du mal aux gens inutilement. Vous ne comprenez pas. Et certains ont le plaisir de faire du mal aux gens. Ils ont du plaisir. Ils se réjouissent de la misère des autres.
Ils sont heureux quand les autres sont malheureux. Des pauvres types comme nous, vous nous bloquez les salaires 2 mois. En fait, vous attendez à quoi? On a des charges, on a des maisons à louer, on a des enfants à envoyer à l'école. Pourquoi? C'est quoi cette méchanceté? En fait, qu'est-ce que vous cherchez? Vous devenez pire même que les PDGistes. Même les PDGistes n'agissaient pas comme vous, comme ça. C'est grave ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous dis, plus on va aller vers la fin de la transition, vous allez voir. Les gens vont commencer à sortir de tout bois. Pour le moment, ces gens-là vous observent, ils vous regardent. Mais attendez. Attendez d'ici le mois de février-mars. La surchauffe va arriver. Puisque vous êtes fort, non? Il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent, vous avez les voitures, vous avez les armes, vous avez les ordres de Staline, vous avez les fusils d'assaut, vous avez tout ce qu'il faut pour maintenir la sécurité. C'est bien pour vous. Allez-y, continuez à embêter la population. Continuez à traquer les gens qui ne vous ont rien fait. Continuez à faire en sorte que vous isolez Brice Koto de tous ceux qui sont susceptibles de lui apporter une de réfléchir. Comme vous voulez être seul avec lui, comme l'était Ali Bongo Deba, un petit groupe qu'il avait emprisonné, comme l'était Omar, un petit groupe qu'il avait emprisonné, les mêmes trucs, vous avez les mêmes réminiscences de ce passé monolithique là. Parce qu'il n'y a que vous. Tout pour vous, rien pour les autres. Tout pour vous, rien pour les autres. Vous êtes pire qu'Osseni. Vous devenez pire que Nourdine. Vous devenez pire que tous ces pédagogistes que nous avons décrits. Et vous pensez que ça va continuer comme ça et que ça va marcher. C'est bien pour vous. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est bien pour vous. Mais HPO vous a dit, attention au brasier. Attention au brasier. Le brasier. Attention au brasier. L'un des rôles majeurs des forces de défense et de sécurité, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et nous attendons que cette sécurité-là soit effective. Mais, elle est où la sécurité-là? Tous les jours, il y a les enlèvements. On ne sait pas si c'est des enlèvements qui sont réels, ou bien c'est la manipulation, ou bien c'est la régulation. Personne ne sait. Mais, tous les jours, on dit on a enlevé un enfant passé, on a fait ceci, on a fait pas là. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de traces d'enquête. Les gens sont assassinés. On ne trouve pas les commanditaires. Et même si on connaît les commanditaires ne peuvent pas être poursuivis. Ils sont impunis parce que c'est le même système de l'impunité. Le même système de l'impunité qui se poursuit. Les détenteurs de capitaux, les nantis, les riches, les plutocrates, les autocrates, les aristocrates émergents, les bourgeois, ils ne sont jamais poursuivis. Ils ne vont jamais en prison. Mais ceux qui vont en prison, c'est le menu fretin. Comme les David Bidakoma, ceux qui n'ont rien. La classe laborieuse, le prolétariat. Mais un jour, lorsque le prolétariat là va se mettre debout, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce que la révolution prolétarienne là, elle est en train de faire le tour. Comme le vent de l'Ouest en 1990, qui a balayé tous les monarques, toutes les dictatures. Mais le même vent là, en train de souffler. Hein? Actuellement, il est en France. Le vent là quitté de la Russie. À l'époque de Gorbatchev, là il est quitté de la Russie avec Satan 3. Il est déjà en France, le vent est déjà en France. Il redescend. Il a déjà frappé en Syrie là-bas. Là. Il a déjà frappé en Syrie. Le monarque a fui. Il arrive ici, en Afrique centrale. Là, le même vent là, en train de souffrir. En Côte d'Ivoire, on attend les élections. Et vous allez voir comment les brasiers là vont se manifester. Parce que il est dans l'ordre des choses que l'Éternel rende justice à ceux qui affligent ces populations. Il y a des gens qui vont refuser les postes de responsabilité maintenant au Gabon. Quand on te nomme comme ça, on dit, tu dis non, monsieur le président, je préfère que vous me laissez agent simple. Parce que tu sais que la prison te guette. La prison guette beaucoup de gens là. Il y en a qui vont aller en prison là, avant les élections. Il faut les calculs là pour être candidat à l'élection présidentielle. Mon ami, tu ne vas pas arriver là-bas. Tu seras pris avant l'élection présidentielle. Tu seras en prison. Déclaré inéligible en prison. Peut-être qu'on va te sortir après le scrutin. Il y en a qui cherchent à être députés là. Pour protéger encore leurs immunités. Protéger leur argent qu'ils ont volé parce que même si le système a changé, eux n'ont pas pu être poursuivis. Ces voleurs là. Certains ont réussi encore à être à l'Assemblée, au Sénat. Mais le prochain mandat là, mon frère, tu n'iras ni à l'Assemblée ni au Sénat.
Parce que là, on ne va pas nommer les sénateurs, comme Ali l'a fait. On ne va pas nommer les députés, comme Ali l'a fait. Il te faudrait être élu. Mais élu par qui? Par les populations qui te connaissent. Tu ne seras pas élu. Tu ne seras pas le prochain député. Tu ne seras pas le prochain maire. Tu ne seras pas le prochain sénateur. C'est en ce moment-là que tu vas rejoindre les autres également, dans l'opposition. Et tu vas t'opposer jusqu'à ce que tu vas te retrouver aussi hors du pays. Comme les Ndiabanda, comme mon frère Moudonga et autres. Et là, tu apprendras que la démocratie n'est pas un jeu. Qu'il vaut mieux faire du bien aux autres lorsque tu as le pouvoir. Il vaut mieux faire du bien aux autres lorsque tu as le pouvoir. Mais comme pour le moment, c'est le mal qui vous intéresse, continuez à faire du mal aux gens. Bravo et félicitations. Et ne vous arrêtez surtout pas en chemin. Il faut continuer jusqu'au jour du scrutin. Parce qu'en faisant du mal, là, vous allez obtenir le bien. Puisque les gens vont vous voter parce que vous faites du mal. Les gens vont vous voter, non? Parce que vous faites du mal aux gens. C'est très bien. Il faut continuer.